Tie-break pour partir à la rencontre de votre jeu décisif. Vous savez, ces moments où tout bascule, où tout peut basculer, des moments essentiels à votre vie, des moments que nous font partager nos invités. Et on accueille aujourd'hui dans Tie-break Muriel Urtis. Bonjour Muriel. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir Muriel parce que je suis un dingue de sport. D'abord une question parce qu'on ne se connaît pas. Est-ce que je peux vous tutoyer? Bien sûr. Vous m'autorisez? Au contraire. Quelques mots sur votre palmarès, on parlera de votre vie, de votre enfance, oui. et puis de ce que vous faites aujourd'hui, parce que c'est important. Championne de France à plusieurs reprises, 200 mètres, 100 mètres, championne du monde en équipe en 2003, avec la grande équipe Aron, Urtis, Girard et Félix, avec ce drapeau bleu-blanc-rouge dans lequel vous vous enroulez en 2003. Vous terminez, je vais très très vite parce que vous êtes une athlète de très très haut niveau, vous terminez votre carrière à Zurich en 2014. Et là, vous gagnez le championnat d'Europe avec une autre équipe. Vous êtes tout aussi souriante et ravissante. D'abord, un mot sur vous. Quand on essaie de travailler sur Muriel Urtis, on découvre deux personnages. Moi, je vous ai vu courir, j'ai été journaliste sportif, j'ai vu une lionne, j'ai vu une guerrière, j'ai vu des yeux perçants. Et quand je suis là avec vous, je vois de la douceur, je vois de la timidité, je vois du... Qui êtes-vous ? Qui je suis? C'est vrai que sur la piste, j'étais une autre personne, j'étais transformée. C'est vrai que je m'exprimais autrement qu'à l'extérieur des stades. C'est un petit peu le double visage de Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc à l'extérieur des terrains, j'étais moi-même aussi, très simple, assez réservée, qui ne se mettait pas forcément en avant. Et puis sur le terrain, c'était la transformation. Moi, la compétition me transcendait, c'était la guerrière, c'était celle qui avait envie de montrer les crocs et d'aller chercher la victoire et de décharger tout ce qu'elle avait en elle. Je le déchargeais, moi, sur la piste. Et ça me transformait. Et qu'est-ce que vous déchargiez? La rage, l'agressivité, de tout ce qu'on ne peut pas dire avec des mots et qu'on met au bout des pointes? Mais oui, peut-être que c'était toutes les émotions que je pouvais emmagasiner et qui restaient bloquées à l'intérieur. Ça pouvait être effectivement une rage intérieure qui ne sortait pas en dehors des stades. Et c'était peut-être ma façon à moi de m'exprimer, de tout ressortir sur les terrains. Et je pense que c'est pour ça que j'ai tout de suite accroché avec le sport quand on m'a mis sur une piste d'athlétisme, et encore sans que je le souhaite, parce qu'on m'a un peu poussé et forcé à aller pratiquer cette discipline sportive. Et à partir du moment où j'ai commencé, j'ai tout de suite adhéré. À quel âge ça commence? Parce que vous êtes né à Bondy. Oui, je suis née à Bondy. En Seine-Saint-Denis. C'est exact. On vous décrit, peut-être vous allez dire le contraire, mais comme une élève studieuse, sérieuse, pas de bêtises. Non. Une Muriel, on t'appelle Mumu. Oui, c'est ça. C'est un petit surnom. Un petit surnom Mumu. À l'époque, je ne pense pas qu'on t'appelle Mumu, mais une élève très sérieuse, qui fait tout très bien. C'est ça, en fait. Oui, j'étais assez studieuse. Je faisais ce qu'il y avait à faire. Je ne faisais pas de vagues. J'étais dans mon coin. Avec mes copines. J'étais plutôt une petite fille suiveuse. J'admirais mes copines, donc c'est vrai que j'aimais bien. Mais il y a une autre Muriel Urtis en même temps. Et il y a déjà une autre Muriel Urtis. Peut-être une autre Muriel Urtis qui dort, mais qui n'est pas encore réveillée. La Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, le 9-3, c'est un département comme ça qui est pointé du doigt, qui est parfois même stigmatisé. Oui. On y vit bien à Bondy quand on a 10 ans, en Seine-Saint-Denis. À l'époque, vous êtes né en 79, donc en 89, années 90. On y vit bien, Seine-Saint-Denis? Alors moi, j'y ai bien vécu, donc j'y ai encore de très bons souvenirs. C'est vrai que c'est un département assez stigmatisé. C'est dommage parce que c'est aussi une richesse. Il n'y a pas que des côtés négatifs, il y a aussi beaucoup de positifs. Cette mixité qui a été aussi quelque chose de très positif pour moi. Cette diversité, ce partage que j'ai pu, moi, retrouver quand j'étais jeune et quand j'ai grandi dans ce département. Et puis, il y a beaucoup de talents qui sont issus de la Seine-Saint-Denis et qui émergent et qui aujourd'hui sont aussi des exemples pour toute cette population qu'on pointe du doigt et qui se... Vous en êtes un? Oui. Tu en es un? J'arrive pas à te tutoyer, c'est terrible.
Alors, C'est parce avec que je le t'ai vu à la recul- télé, je t'ai admiré, et je me suis dit, et là, ça y est, t'es en face de moi. Oui. La jeune Urtis fait de l'athlé, on la pousse un peu, Oui, elle est grande, oui, très grande. elle Déjà. a des mensurations plus impressionnantes finalement, Que- même quand on voit que les l'équipe qui a autres, gagné oui. en 2003, Muriel, elle est grande. Oui. C'est difficile au départ, ça, cette taille par rapport à l'athlé, par rapport à ce sport. C'est difficile quand on est jeune. Oui, quand j'étais jeune, oui, c'était difficile. Ouais. C'est difficile parce que j'étais la plus grande. Déjà. Oui, déjà, par rapport à mes petites camarades de classe, d'école. Donc forcément, quand on est différent, bah, on est un peu pointé du doigt. Moi, c'était la grande perche. Oui. Donc c'est difficile quand on est jeune, mais quand j'ai commencé l'athlétisme, ça a été mon atout. Donc en fait, on revient à notre sujet du départ, c'est l'échappatoire aussi de l'athlé qui permet aussi de décharger Ouais. les claques qu'on ne peut pas mettre dans la cour d'école à ceux qui se moquent de toi. En fait, c'est un peu ça. Hein. Oui. Non, mais c'est. Tu appellerais ça du harcèlement? On en parle beaucoup ces derniers temps du harcèlement. Après, je ne l'ai pas vécu comme un harcèlement parce que je n'ai jamais été. C'était. Ouais, quand on me voyait, c'était l'asperge, la grande perche. Oui, donc forcément, par moments, bah, quand on est jeune, on peut être très sensible et certains mots peuvent blesser. Mais je n'ai pas le souvenir que ça m'ait plus mise en difficulté. Certes, oui, blessée, affectée, Bien sûr. par moments Mais tristes. tu en parles à tes parents? Non. J'en ai jamais parlé à mes parents. Non. Donc, Non. Voilà, tu le gardes pour toi éventuellement Oui. Et tu vis avec. Je le garde pour moi, je vis avec, je l'intériorise. Et puis, c'est dur. je continue. Et voilà, les choses sont réglées. Enfin, Ah oui, aujourd'hui, les il y a choses. plus de sujet. Non, il n'y a plus de sujet. On Il est y a plus de d'accord. sujet. La jeune Urtis, la grande Muriel Urtis, s'entraîne. À quel moment elle sent que sa vie peut basculer? Les fameux jeux décisifs de tie-break. Il y a bien un moment donné où un entraîneur te dit, il va voir tes parents peut-être, et il dit, je pense que Muriel, elle a un potentiel Oui. pour aller beaucoup plus loin. À quel moment ça se passe et comment ça se passe ça? À quel moment ça se passe? Je pense que ça s'est passé sur la première année quand j'ai commencé l'athlétisme et que j'ai fait mes premiers championnats de France UNSS. L'UNSS, exact. Voilà, puisque j'ai commencé par l'UNSS, c'est un Ouais. professeur d'éducation physique, moi, qui m'a vraiment poussée à ce que je pratique de l'athlétisme. Tout de suite, tu es sprinteuse. Tout de suite, je suis sprinteuse. Waouh. Tout de suite, je suis Ça te sprinteuse. plaît? Et oui, ça me plaît. Ça me plaît parce que j'ai été repérée sur cette discipline, sur les cours d'éducation physique et sportive au collège. Et donc, à partir du moment où je décide et je fais le choix enfin d'accepter, parce qu'il y a eu beaucoup de relances, plusieurs années se sont écoulées par rapport à la première Donc, sollicitation. toc, 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 Muriel, viens, entraîne-toi, Voilà, viens avec exactement. nous. Mais qu'est-ce qui bloque? Non. C'est les parents? C'est toi qui hésite entre ce sport et un autre? T'es Qu'est-ce pas qui sûr de bloque? toi? Non, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Tout simplement, à l'époque, j'étais pas forcément attirée par le sport. J'aimais faire du sport à l'école, mais en dehors, je ne voyais pas Oui, bien sûr. voilà, l'intérêt. Enfin, mes parents ne m'avaient jamais non plus poussé à faire Oui, ton du sport père, c'est pas un sportif de haut en niveau. club. Non. Donc, je ne faisais pas de sport en club. Et j'étais plutôt avec mes copines. Je voulais être plutôt avec mes petites copines. Une fille les une fille de suivre. son âge, quoi. Voilà, alors que je prenais beaucoup de plaisir à faire du sport avec l'UNSS, avec l'EPS plutôt. EPS, puis UNSS, qui sont des EPS, compétitions puis- d'école. Et puis j'ai évolué peut-être aussi dans un environnement qui ne permettait pas l'accessibilité à la pratique sportive aux petites filles. Déjà à cette C'est époque. pas voilà, pas si inconsciemment, c'était pas si simple parce que les structures étaient plutôt pensées pour les jeunes garçons. Après moi, c'est vrai que j'ai grandi dans un quartier, dans une cité. Alors c'était assez calme, il n'y a jamais eu trop de problèmes dans le lieu que je vivais, mais c'était surtout des terrains de foot, le sport. Enfin, quand on était en Mais bas. pas de piste d'athlée. Non, pas de piste d'athlée. Donc c'est vrai qu'inconsciemment, Oui, on est forcément. voilà, on n'y se va pas. projette pas comme une jeune qui peut faire une activité sportive en dehors de l'école. Mais à un moment donné, tu franchis le pas. Et à un moment donné, je franchis le pas. Parce que quelqu'un est suffisamment convaincant auprès de tes Voilà. parents et de toi pour dire il faut qu'elle le fasse, il Oui. faut qu'elle y aille. Complètement. Tu te souviens de ce moment? C'est qui est l'homme qui Ah, crée l'étincelle, qui allume la mèche?
qui allume la mèche, c'est un professeur d'éducation physique qui s'appelle Patrick Royer, qui a vu des qualités chez moi et qui m'a poussé. Et pour moi, je dis, ce professeur a été un révélateur de potentiel, parce qu'il a perçu en moi un potentiel, des qualités de sprinteuse que je ne percevais pas moi-même et qui m'a fait prendre un chemin que je n'aurais jamais pris sans lui. Oui, la vie que tu as construite ensuite. Voilà. Donc, il est toujours de ce monde Il est toujours de ce monde et on a des contacts pas réguliers mais occasionnels. Bon, on fait un petit coucou parce que tu viens de le citer dans Tie-Break, alors peut-être qu'il regardera l'émission et qu'il commentera. Et à ce moment-là, tu commences à entrer dans une autre ère. Comment tes parents y réagissent? Parce que tes parents, on a toujours on projette sur nos enfants. Tu es maman de 2 enfants. On fait des projections sur nos enfants. Bien sûr. Comment ils regardent cette situation d'un prof qui dit elle a du potentiel, elle peut faire des trucs incroyables? Non, ils sont OK? Ils sont OK. Ils ont tout de suite été OK. Ils étaient plutôt contents. Après, je pense que si j'avais pas fait du sport en amont ou avant, après mes parents n'ont pas été de grands sportifs. Mon père faisait du foot, mais amateur. À nouveau amateur. Pour le loisir et le plaisir. Ma mère a été très protectrice et puis voir peut-être sa fille partir faire du sport, ça l'a dérangé peut-être, mais jamais elle a mis des mots dessus. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que oui. Je veux dire, ma mère m'a jamais envoyée en colonie parce qu'elle avait toujours peur. Oui, tu es très protégée voilà, en fait. Donc je pense que ça a aussi joué. Et à partir du moment où ce professeur m'a un peu poussée et a dit que j'avais du talent, mes parents m'ont toujours encouragée, ils ont toujours été là pour me faciliter ma pratique sportive. Et je me rappelle encore de ces championnats de France UNSS. C'était une année où on devait partir en vacances tous ensemble, parce que chaque année on partait en vacances. Et ces championnats de France qui se sont déroulés à Limoges. Et on devait partir ce week-end-là. Donc, un choix à faire. Voilà, un choix à faire. Et mes parents ont fait le choix, en fait, de me laisser aller à ces championnats de France. Eux sont partis en vacances? Et ils sont partis, mais ils sont venus me chercher à la fin des championnats. Non, mais attends, tu me dis, moi j'ai fait du sport aussi, tu t'es débrouillée toute seule. Tes parents n'étaient pas dans les tribunes pour t'encourager? Non, ils sont venus après. Ouais. Parce qu'ils sont partis cette année-là. En vacances à la date qui était prévue, puisque ce championnat de France n'était pas prévu. Ils t'ont déposé, bonne chance Muriel. Non, je suis partie avec le groupe. D'accord. Je suis partie avec le groupe, oui, ils m'ont déposé, et puis je suis partie avec le groupe, et j'ai vécu ma première expérience. Oui, je pense, 14 ans, oui, je crois, oui. Parce que c'est le début de la vie que tu vas avoir ensuite. Globalement, c'est un sac, des hôtels, des entraînements. Et ta vie va tourner autour de ça, en fait, d'un sportif, d'une sportive de haut niveau. Donc tu reviens avec ta médaille et tes parents te retrouvent avec ta médaille de championne de France. Mes parents sont venus me chercher, oui, à Limoges, et puis ils m'ont ramené donc en vacances, des vacances qu'ils avaient déjà commencé, et puis je viens avec cette Donc tu montes sur le podium, on te remet la médaille, c'est ta première médaille de championne de France UNSS. J'ai l'impression que c'est presque la plus belle des médailles que tu aies jamais eue, la façon dont t'en parles. Ça a déclenché quelque chose, effectivement, ça a déclenché quelque chose, et à partir de ce moment-là, ma vie tournait autour de l'athlétisme. Et là, ça bascule. Oui. Et là, donc là, tu es encore en études, puis à un moment donné, tu vas consacrer ta vie à ce sport. Je consacre après ma vie à ce sport. Donc après, je suis toujours une élève, une collégienne, une lycéenne qui suit sa scolarité normalement en parallèle de ma pratique sportive en club je m'entraînais le soir. Et jusqu'à ensuite basculer dans des compétitions françaises, européennes, internationales. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as conscience que tu vis la vie dont tu avais rêvé? Parce qu'on a presque l'impression qu'on t'a un peu poussé à aller par là. Oui, on m'a poussé. Et que tu aurais pu faire autre chose. On m'a poussé, mais c'est pas une vie que je rêvais, puisque pour moi, faire du sport, c'était pas... Ça t'est tombé dessus, quoi. C'était pas le chemin que je prenais. Mais tu voulais être quoi, avocate, kinésie? Non, mais j'avais des souhaits de petite fille, puisque du coup j'étais au collège, classique, infirmière, maîtresse, hôtesse de l'air, c'était les métiers un peu comme ça. Mais effectivement, après, les choses se sont déroulées différemment. Tu gagnes des compétitions, tu fais des compétitions. Est-ce que tu as vécu une passion ou est-ce que tu as réussi à vivre de ta passion? Est-ce que tu vois la subtilité? Parce que le sport que tu choisis, tu aurais pu choisir le basket, par exemple, par ta taille, tu aurais pu être une basketteuse internationale. Tu as choisi l'athlé.
On vit sa passion, mais est-ce qu'on vit de sa passion quand on fait ce sport? Alors j'ai eu la chance de pouvoir vivre de ma passion, j'ai vécu ma passion et j'ai pu vivre de ma passion. C'est important. Le fait d'avoir eu des résultats très tôt, d'avoir été championne du monde à domicile, ici en France, à Annecy, en 98, m'a permis d'avoir très rapidement des sponsors qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné durant ma carrière. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on me faisait très vite la comparaison avec Marie-Josée Pérec. Donc, et elle aussi, elle a joué un rôle, mais un rôle Guadeloupéenne. dans le déclic que j'ai pu également avoir. Oui, Guadeloupéenne également. Oui. Mais là aussi, c'est intéressant parce que sans vous comparer, malgré tout, vous êtes très longiligne. Oui, vous êtes on très était féline. grandes, toutes les deux. Et pourtant, vous êtes de caractère, pardonne-moi, mais très différent. Différent, non. Oui. Tu la connais très bien, Marie-Jo. Oui. Et en même temps, elle a eu des attitudes parfois complètement dingues. Oui, face après, aux caméras, où elle montait pour voir ses sponsors. Oui. Elle est très troublante, cette femme. Oui, des attitudes qui cachaient peut-être quelque chose à ce moment-là. Oui. Oui, je pense que c'était une personne et une athlète très timide et qui s'exprimait à sa manière par rapport à cette timidité. C'est assez contradictoire. Ouais. Mais, un peu comme toi, au fond. Oui. C'est à travers sa course, à travers cette espèce d'aisance et de félinité. Elle s'exprimait effectivement sur la piste, c'était son moyen d'expression également. Oui. Mais quand même avec une similarité qui est de dire finalement on peut être aussi taiseux, on peut être un peu timide et réservé et montrer au public du monde entier, parce qu'ensuite tu as été vu par le monde entier que tu pouvais être une féline incroyable. C'est quoi le meilleur moment avant de basculer sur ta reconversion? Parce que la reconversion d'un sportif, on dit toujours qu'elle commence pendant la carrière, et ce n'est pas toujours le cas. On est tellement dans sa compétition. Oui. On ne se projette pas. En fait. On ne se projette pas, non. On est dedans, on a des compétitions à faire, il ne faut pas se blesser, il faut faire attention à son corps. Le moment le plus intense pour toi dans ta vie de sportif, c'est le relais, c'est des victoires en individuel, c'est le fait d'avoir gagné avec d'autres filles, des Caraïbes d'ailleurs? Le plus intense, oui, je dirais qu'effectivement le relais ça a été une épreuve où j'ai vécu beaucoup d'émotions, de belles émotions, des émotions qui pensaient aussi certaines blessures par rapport à des épreuves individuelles, puisque c'est vrai que je m'entraînais avant tout pour performer en individuel. 5e au JO, je crois que tu as fait une 5e place, je ne bêtise, au championnat du monde? Non, au championnat du monde, alors sur des championnats du monde, par exemple, je parlais des championnats du monde à Paris en 2003, où je fais 4e le jour de la course. Et on me remet une médaille de bronze quelques jours après. Parce que la première, l'américaine qui gagne la course le jour J, se fait suspendre pour dopage. Pour dopage. Le dopage rôde dans les vestiaires. Oui, et ça a été très difficile à accepter, à encaisser. Tu l'acceptes pas? Non, parce que j'étais à domicile, j'étais à la maison, au Stade de France, en Seine-Saint-Denis. J'espérais beaucoup de cette course et j'espérais monter sur ce podium. Et en fait, pour toi, on me l'a volé. On te le vole? Oui, on me l'a volé complètement. On te la vole, cette médaille? Oui, on me la vole. Et ça, c'est là encore? Et là, oui, c'est encore difficile. Et c'est encore même difficile pour moi de dire que j'ai fait 3e sur les championnats du monde à Paris en 2003. On sent que c'est dur. Ouais. Parce que pour toi, c'est usurpé, en fait. Tu te dis, ben non, je suis 3e, mais bon... Mais je ne l'ai pas vécu. Je n'ai pas vécu cette 3e place. Et tu la revis, cette course? Parce que cette course, tu t'en souviens? Oui, je la revis. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a basculé au moment où je suis entrée dans la piste et qui m'a peut-être aussi fait passer à côté de cette course. Quoi, la pression, Paris, enfin, je ne sais pas tout ce que tu avais mis dans ta tête. Alors, j'étais parmi les favorites, donc j'avais ce potentiel, cette possibilité de monter sur le podium. Je rentre sur ce stade avec le public en effervescence, vraiment, j'avais jamais vu ça. Donc, on aurait dit qu'on était des joueurs de foot, de l'équipe de France, quoi, tu vois. Des gladiateurs, et on rentre et j'entends mon nom qui est crié, acclamé de partout, les gens m'appellent, et puis là, je commence à répondre aussi au public, donc je fais des saluts, des coucous, je sors complètement de ma bulle, et puis d'un coup, plus je me rapproche du starting block,
du 200 mètres, et plus j'ai une pression horrible. Tu le sens dans ton corps? Horrible qui s'abat sur moi. Vraiment une pression qui me fait dire vite que ça se termine en fait. Je veux que cette course passe et quand je vois aussi la course que j'ai faite, elle ne me ressemble pas du tout. Tu fais un mauvais départ? Elle ne me ressemble pas. Alors je fais un départ et sur la sortie de virage, j'ai les épaules qui montrent très haut, j'ai les épaules au niveau des oreilles, je me contracte complètement le haut du corps. Et ça, tu le sens dans ta course, là, quand tu es dedans? Tu sens que tu n'es pas dedans? Oui, je le sens. Je sens et que je subis en fait cette pression. Et bon, certes, la première était dopée, bon, je fais 4e. Mais bon, c'est pas une course qui me ressemble. Et là, quand je passe la ligne, je suis déçue, un peu effondrée par rapport au résultat. Ouais, et puis, je passe à côté complètement. C'est déceptif par rapport à tout l'amour que tu recevais dans le stade. Enfin, il y a quelque chose de terrible. Tu es en France, tu es en Seine-Saint-Denis, tu es chez toi, quoi. Et là, c'est une grosse déception, oui. Elle est là, quoi. Oui. C'est encore maintenant. Il y a 20 ans, hein? Oui, il y a 20 ans, pourtant un peu plus de 20 ans. Il y a 22 ans, hein? Ouais, exactement. Et tu l'as en fait en tête, tu sais exactement ce qui s'est passé. Oui, je l'ai toujours. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, on s'intéresse aussi beaucoup dans Tie Break à ces enjeux de santé mentale. C'est quoi un échec pour un sportif de haut niveau et comment on se reconstruit? Bon, tu rentres au vestiaire, tu es 4e, bon, j'imagine que tu pleures, j'imagine que tu es... Déception, j'ai même pas pleuré. J'ai même pas pleuré, je crois que j'intériorise tout, vraiment. Tu es quelqu'un qui intériorise beaucoup. J'intériorise beaucoup et je sais que c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Mais oui, il faut lâcher, quoi. Il faut lâcher et c'est peut-être ma manière aussi à moi de lâcher sur la piste et de me libérer de cette manière-là. Comment tu te reconstruis de ce que tu ressens comme un échec qui, au final, n'en est pas un, puisque tu vas avoir la médaille, mais que tu n'acceptes pas? Mais oui, que j'accepte pas. Après, je sais qu'il y a le relais, justement. Je sais qu'il y a le relais qui arrive, et qu'on a aussi notre chance d'aller chercher cette médaille. Elle est importante, celle-là. Et oui, elle est importante. C'est la revanche. Donc, j'essaye de me remobiliser, pardon. Mais tu restes encore ému quand même de cette situation-là. 22 ans après. Oui, encore. Quand j'en parle, oui, c'est vrai que ça me fait toujours quelque chose parce que du coup, je suis passée à côté de cette course pour laquelle et tu penses j'espérais que beaucoup. Ça aurait changé ta vie, cette course de 2003? Tu penses qu'elle aurait changé ta vie ou c'est quelque chose de très intérieur que tu vis avec toi-même? Ça aurait changé, alors je pense pas que ça aurait changé ma vie au sens propre du terme, mais elle m'aurait, m'apporté quelque chose que je n'ai pas eu. Voilà, la satisfaction personnelle, l'atteinte de son objectif, le plaisir de voir sa famille, mes amis, contents, heureux, donc oui, tout ça. Et la gestion de tes propres émotions, puisqu'en fait, tu t'en veux de ne pas avoir canalisé et d'être protégée de cette espèce d'émotion incroyable. Tu as été submergée, en fait. Oui, complètement. Et en même temps, comment t'en vouloir il y avait 80 000 personnes dans le stade. Oui, le stade était complet. Moi, j'avais jamais vu ça pour de l'athlétisme. Et tu mets combien de temps? Tu gagnes cette course en relais, c'est magnifique, parce que c'est aussi ta revanche. Et quelque part, tu rééquilibres. Oui. Comment tu te reconstruis après? Je me reconstruis par la passion, parce que je pense que c'est ce qui m'a animée pendant toutes ces années et qui me permettait de revenir, de me remobiliser et de ne pas perdre le cap, les objectifs que je me fixais. Tu repars à l'entraînement? Voilà, je repars à l'entraînement en me fixant d'autres objectifs qui, après, deviennent un peu mon fil rouge, qui me donnent du sens, en fait. Je sais pourquoi je me levais le matin, je sais pourquoi j'en chie un petit peu, entre guillemets, à l'entraînement. Je sais pourquoi je me faisais mal à l'entraînement. Voilà, donc. Muriel, c'est intéressant parce que le volume d'entraînement que tu avais est colossal. Oui. Et j'ai lu que quand tu avais arrêté ta carrière à Zurich, tu dis stop, je repose les pointes, c'est fini. Oui, le placard. Pendant 1 an et demi, tu ne fais plus de sport. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire tu retires la seringue, quoi. J'arrête complètement de faire du sport. Mais ton corps change, ça doit être terrible. Le corps, il a commencé à changer. Pourquoi? Parce que j'étais déjà fatiguée
Mentalement, j'étais C'est mental, fatiguée physiquement aussi, par l'usure de toutes ces années Des petits bobos, de des petits pratique, voilà, des petits bobos, des douleurs un peu partout. Mentalement, j'étais épuisée. Vraiment, j'étais épuisée. Enfin, cet arrêt presque était un soulagement, mais c'est un soulagement très contradictoire parce qu'il y avait beaucoup de nostalgie, beaucoup de tristesse, parce que je savais que je n'allais plus revivre ces émotions fortes Ouais. avec les équipes de France Cette vie dans la particulière. compétition. Donc ça a été aussi un peu dur. Donc cette présence. C'est comme un deuil, cette envie de il y a un petit côté une deuil. petite mort. Petite Voilà. mort. Je dirais une petite mort. Et puis après, je n'arrivais pas à franchir le pas pour aller faire du sport, pour aller sur un stade d'athlétisme, parce que je n'avais plus l'objectif en vue. Et puis, Oui, parce que tu es une compétitrice d'abord. J'étais une compétitrice, Bah ouais. moi jamais la Donc, t'as un compétition. objectif. Moi, la compétition me transcendait, moi. Donc C'est ça m'animait. C'était le moment où j'allais pouvoir m'exprimer. Donc, Et le revoir avec toutes les filles, parce qu'il y a quand même oui, beaucoup de solidarité. donc, Je pense que le groupe était très uni, me semble-t-il. Oui. Donc ce groupe était uni parce que bon, on apprenait à se connaître, on avait des regroupements de relais, Ouais, bien donc sûr. on travaillait ensemble. Vous avez grandi ensemble, Et en fait. puis ce relais, pour moi, il a tout simplement été magique quand on voit le Quel niveau. scénario de ce relais et cette fin que Floria Gué fait et nous permet de monter sur ce podium tout ensemble. Donc, Et tu as repris le sport, bon, ça c'est anecdotique, mais je t'ai vu en tenue de footballeuse américaine. Oui. Bon, pourquoi pas. Pourquoi C'était quoi? pas. C'était un délire, t'as le casque et tu dis, bon, quand même, c'est assez dur comme truc. Non, C'est assez violent comme sport. On se fait mal. Pourquoi je voulais justement, au bout d'un an, le sport m'a manqué. Ah oui. Et je voulais refaire du sport, mais pas encore de la course à pied. J'arrivais pas à aller sur les terrains, m'entraîner, incroyable. courir. Ça, j'étais tellement loin du niveau que j'avais, donc ça Oui, puis allait être aussi t'es très, déçu forcément de très repartir. frustrant Bah pour moi. Donc non, enfin, c'était pas Oui, tu as un encore degré le d'exigence moment. avec toi-même quand même. Alors, trouver exigeant. un sport, il fallait que je trouve un sport. Je voulais un sport d'équipe parce que c'est vrai que l'ambiance, même si l'athlétisme c'est un sport individuel, mais c'est un sport individuel qui se pratique collectivement. Je veux dire, à l'entraînement, chez mes camarades d'entraînement, alors j'ai eu la chance de faire les relais aussi, donc là pour le coup, qui est un sport d'équipe. Donc je voulais retrouver cet esprit d'équipe, donc je cherchais un sport où j'allais être en équipe et j'hésitais entre le rugby Oui. et puis le football américain s'est présenté à moi. Donc, Ok. ce sont des sports de contact. oui. Et le contact Assez violent, c'est d'ailleurs. assez, oui. Ouais. Mais en fait, j'en avais besoin. C'est vrai que le contact, rentrer, se décharger sur un terrain. Tu as quand même besoin d'évacuer quand même. C'est T'es une bonbonne de gaz, en Voilà. fait, Muriel, hein. Donc, T'es un peu une bonbonne qui... C'est vrai que mon regard sur un terrain, voilà, Et il t'as pris change. plaisir parce que Il c'est- change. c'est- Ah oui, j'ai pris plaisir. Alors le football américain, je ne connaissais pas forcément toutes les règles. Ouais, puis les règles, ouais. C'est assez compliqué à comprendre comme ça Les à premier touchdowns abord. et tous ces termes. Mais une fois qu'on maîtrise et qu'on comprend, commence à comprendre le jeu, c'est un régal. C'est un régal. C'est un jeu de stratégie. Exactement. et- On se bloque et on c'est- permet... Il y a c'est- des c'est stratégies top. d'envoi de ballon, en fait. Oui, de positionnement. Enfin, Autant on te prenait pour courir à fond les mais ballons. voilà, enfin, courir, mais quoique, je faisais un peu tous les postes. J'étais à la défense, à l'attaque. Donc, Et là, c'est fini le football américain. non, c'est terminé puisque j'ai eu après mon deuxième enfant. garçon et puis j'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter et puis mon petit garçon est né et puis je ne suis pas retournée au football américain. C'est à ce moment-là où j'ai repris un peu plutôt côté course à pied. Muriel, il y a une petite rubrique, parce qu'ici, on est dans un lieu magique, comme tu le sais, alors très au calme, qui s'appelle le Mikado, Oui. qui est au cœur de Pigalle, qui est un endroit où on danse. Alors là, c'est un endroit où on partage cette émission Tie Break, et on va jouer au Mikado. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Est-ce que tu joues au Mikado avec tes enfants? Alors oui, j'ai joué au Mikado. Là, ça fait un moment qu'on n'a pas joué au Mikado, mais effectivement. Eh bien, j'ai l'occasion joué. t'est donnée, c'est notre séquence Mikado. Attention, attention. La règle du jeu est assez simple, on ne va pas compter les points. Si la structure bouge lorsque tu prends le bâtonnet, tu as une question pas cool. Et D'accord. si la structure ne bouge pas, car tu es une compétitrice, tu Très auras bien. une question Cool. cool. Ah, À toi de jouer. c'est facile là. Et c'est un jeu sympa. Alors, je vais prendre celui-là.
Alors, nous, on ne triche pas, parce qu'il n'y a pas de dopage, il n'y a pas de... On est d'accord, Muriel. Et là, J'aurais dû le soulever comme ça, et J'observe. j'aurais dû le prendre... Moi, je l'aurais pris en plus en poussé comme Mais ça oui. doigt. Ouais, Alors, mais ça fait longtemps que j'y ai pas joué, donc j'ai un peu perdu des petites techniques. Muriel, tu es tout excusée. Malheureusement, il y a 2 colonnes et on va être dans la question pas cool. Pas Quelle est cool. la plus grosse bêtise que tu aies faite quand tu étais compétitrice et je mets de côté l'émotion que tu nous as fait partager sur la course de 2003 qui n'est pas une bêtise. Mais est-ce que tu as fait des conneries, des trucs un peu jeunes où tu te dis, tiens, ce soir, on va sortir en boîte avant la course? Non, jamais ça. Carré. Ah oui. Ah oui. Préparation impeccable. Ah oui, 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 non. Avant la course, non, jamais. Jamais. Jamais, non. Jamais, jamais. Donc on se couche tôt. Après, on mange bien. Oui, on mange bien. Après, de temps en temps, comme je suis gourmande, je faisais des écarts. Hein. Mais je suis en train de réfléchir. Après, des bêtises. Alors, peut-être une fois. Hein, donc, après, je ne sais pas si c'est une bêtise. Oui, une bêtise. Hein, c'était un manque de sommeil. Bon, allez, parce que du coup, je cherche encore autre chose. Tu es en train d'hésiter entre ce que tu es capable de dire à la caméra et ce que tu n'es pas capable de dire à la caméra, c'est ça que tu nous dis? Non. Après ça, je pense pas que ce soit une bêtise. C'est pas vraiment une bêtise. En fait, tu fais jamais de bêtises, quoi, en fait. Rarement. T'es Attention, sérieuse, je suis pas Muriel? parfaite. Non, je suis pas si sérieuse que ça. Non. Est-ce que tu veux te redonner une chance en étant concentrée, telle une compétitrice? Là, imagine que tu es en train de vivre une compétition essentielle. C'est la compétition européenne de Mikado, voire mondiale. Très bien. Tu n'as plus le droit à l'erreur. J'ai plus le droit à l'erreur. Allez. Et je mets un peu la pression quand même. Ok, l'arbitre a dit validé. Voilà. On est d'accord. Et là, on voit chez toi, Muriel, la compétitrice. Question cool. Est-ce que tu t'imagines, car tu as été dans ta reconversion membre du Conseil économique et social et environnemental, tu es aujourd'hui à la Fédération française d'athlétisme. Oui. Est-ce que tu as des ambitions politiques? Est-ce que tu te vois ministre des Sports? Pas du tout. Alors c'est direct. Il n'y a même pas de... Pas du tout. Non, pas du tout. Non, après C'est pas le chemin que tu veux emprunter. Non, parce que ça colle pas avec ma personnalité. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Je pense que le milieu de la politique, c'est un milieu où il faut, je pense, avoir de la poigne. C'est un milieu où il faut Faire des concessions? faire des concessions, peut-être pas. Il faut composer avec tout le monde. Ça t'ennuierait? Et oui, et faire des concessions, parce que, oui, et faire des concessions, oui, ça c'est très, comment dire, il y a un mot, mais je ne le trouve pas. Des compromis? C'est des compromis, c'est consensuel, c'est... Ça veut dire que tu as une forme de rigidité aussi parfois. Quand tu décides quelque chose, tu aimes bien qu'on le suive. Enfin, je veux dire par là, la concession, c'est parfois ça, c'est de dire, Oui. écoute Muriel, Oui, tu vas après, devoir dire l'inverse de ce que tu penses. C'est ça que tu veux Et dire. puis, oui, après, je suis plutôt... après, il y a différents partis politiques, hein, forcément. Et ce qui me dérange en politique, c'est que à partir du moment où on est dans un parti, on est un peu enfermé dans quelque chose. Et qu'un autre parti puisse avoir des idées qui peuvent soit peut-être être bien, le fait que ce soit dit ou fait ou proposé d'un autre parti, derrière, ils vont toujours chercher... Non, mais je posais ma question dans l'autre moi, sens. après- J'ai vu que tu bossais sur les valeurs du sport, Oui, que tu après. étais engagé dans des mouvements associatifs. Être ministre des Sports, il y a évidemment l'aspect politique, je le concède, mais il y a aussi l'idée de pouvoir faire avancer quelques idées clés dans le sport, Je pense que l'insertion. c'est pas si facile que ça. Je pense que c'est pas si facile que ça, même si on a des idées de pouvoir les mettre en place. Je pense que c'est une machine très compliquée au niveau politique de mettre en place des idées et qu'il faut se battre d'une manière un peu trop importante pour pouvoir mettre en place des choses. Je pense que même si une personne
Après, je connais, hein, par exemple, des personnes qui ont été ministres des Sports. C'est compliqué de faire changer les choses, de faire bouger les choses. C'est une La grosse machine, elle est trop, Je suis d'accord. trop lourd. compliquée, trop lourde à En tout à cas, faire ce n'est pas le bouger. chemin Non. dans lequel tu vas t'engager Non, pour du la tout. suite. Et on va y revenir parce que tu es aujourd'hui une ambassadrice d'une banque, le Crédit Agricole, Oui. dans le sud, puisque tu as choisi le sud de la France et Aix-en-Provence pour poser tes valises. À la fois ambassadrice et puis tu vas au bureau. Enfin, moi, Muriel Urtis, tous les jours, elle a pris ses pointes, elle a pris son sac, elle est allée s'entraîner pour travailler. Et bien là, en fait, Muriel prend, j'imagine, sa voiture, quitte son logement, Oui, sa maison, exactement. et Oui. elle va Et au je vais travail. au bureau. Ça te fait quoi, ça, cette nouvelle vie-là, je dirais plus traditionnelle que celle que tu avais avant? Ça va faire bientôt 10 ans que, du Ouais. coup, que je fais ça. Ça n'a rien à voir, hein, l'intensité de ce que j'ai pu connaître moi en tant qu'athlète. C'est une nouvelle vie, hein. Pour moi, j'ai fermé un tome et j'en ai ouvert un autre. C'est un nouveau livre. C'est un nouveau livre qui s'écrit et qui m'a ramené dans la vie, entre guillemets, du mortel commun. C'est ça. C'est Parce la que- vie de millions de Français. Exactement, donc que j'ai découvert. Hein, donc il a fallu que je m'adapte à ce nouvel univers. Et au jour d'aujourd'hui, oui, tous les matins. Et le soir, je rentre du travail. Je me lève, je me prépare, je vais au bureau et je rentre le soir, oui. Après le travail, c'est parfois des compétitions, il y a aussi des enjeux. Est-ce qu'on se tire un dernier petit mikado pour une question, j'espère, cool, hein, parce que Ben oui, Muriel est très forte. là, ça sera cool parce que celui-là, il est trop facile à prendre. Oui, attention, on reste bien Quand concentré. c'est trop Oh ouais, elle est facile, forte, c'est... elle est très forte. J'ai plusieurs possibilités. C'est une question simple en apparence, mais dans 10 ans, tu te vois où? Tu te vois toujours faire tes navettes à Aix-en-Provence, dans cette banque dans laquelle tu as l'air de t'épanouir, ou tu imagines autre chose de ta vie? Dans 10 ans, Oui. après, je suis bien, hein, dans le poste que j'occupe, mais après, j'ai pas peur de me voir autre part et d'avoir d'autres challenges. Après, moi, j'aime les challenges. Je pense que j'en ai relevé un en étant pendant bientôt 10 ans au sein du Crédit Agricole. Peut-être que dans quelques années, je vais avoir ce sentiment, ce besoin d'aller chercher d'autres challenges et d'aller vers d'autres horizons. Donc c'est vrai que je ne me ferme pas les portes. Pour l'instant, tout se passe bien. Mais tu estimes que c'est pas que je m'ennuie. Ouais, c'est une reconversion réussie parce qu'il y a beaucoup de tes collègues sportifs de haut niveau dans l'athlé, qui n'est pas le sport le plus rémunérateur. On ne peut pas amasser des fortunes comme le font les footballeurs, les basketteurs, où ils se disent pendant 2 siècles, je peux vivre, ce qui n'est pas le cas pour un sportif en athlé. Tu te sens mieux loti que d'autres collègues? Parce que c'est pas si simple de se reconvertir. Non, je me sens, chanceuse, oui, mais si je suis là au jour d'aujourd'hui, c'est aussi parce que je me suis prise en main. C'est aussi parce que j'ai décidé, sur ma fin de carrière, de reprendre des études pour savoir où est-ce que j'allais après ma carrière. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte à un moment où là, je me suis dit, purée, ma fin de carrière, elle arrive dans quelques années. Ouais, ça arrive. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie après? Mais tu étais physio-motricienne? Psychomotricienne. Psychomotricienne, et finalement, aujourd'hui, tu fais de la communication, tu es beaucoup plus dans la prise de parole. Ouais, Et pourquoi tu n'as pas exercé ce beau métier de psychomotricienne? Alors, je l'ai exercé très peu de temps, puisque du coup, j'ai repris des études sur ma fin de carrière. J'ai fait aussi le choix de reprendre des études, et ça n'a pas été simple, hein, parce que ce sont quand même des études qui sont assez denses. Retrouver une gymnastique intellectuelle, moi, j'avais arrêté ma scolarité à la fac, donc j'avais 19 ans, donc du coup, et j'ai repris des études à 33 ans, donc, où entre-temps, j'ai fait que de m'entraîner, faire des compétitions. Donc, tu te retrouves avec des jeunes... Voilà, je me retrouve avec des jeunes bacheliers ou qui sortent de prépa, donc derrière... c'est un peu un choc, quoi. Il faut s'adapter, il faut l'accepter, et puis retrouver aussi cette gymnastique intellectuelle. Et donc psychomotricienne, tu l'exerces un peu? Je l'exerce un peu. Ça consiste en quoi d'ailleurs, être psychomotricien? C'est très large, le champ d'intervention est très large. C'est un thérapeute, ou ça peut être dans l'éducation, de la thérapeutique ou dans l'apprentissage, en fonction du public, hein, puisqu'un psychomotricien peut intervenir
chez les nouveau-nés, hein, même les prématurés, jusqu'à la personne âgée. Donc c'est la capacité Donc de mobilité du corps. C'est se servir du corps comme outil thérapeutique en fait. Hein. Donc, parce que le corps et le cerveau sont liés et donc soit on est dans l'apprentissage chez le jeune, soit on est dans la thérapeutique des personnes qui ont des soucis. Des troubles de mobilité. Des troubles. Ou psychologiques. Psychologiques oui. ou physiques. Passionnant. Oui. Et pourquoi pas être allé au bout de l'histoire et être passé dans un poste parce qui vous plaît? qu'on m'a proposé ce challenge et ce poste à Aix-en-Provence au sein de cette banque. Et je me suis dit, allez, je tente ce challenge parce que... Pourquoi pas, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a d'autres opportunités qui pourront se présenter. Je tente. Ça me plaît, tant mieux. Ça ne me plaît pas, je retourne à ce que je sais faire. Donc, ça fait 10 ans. Et ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, donc j'ai le sentiment que ça plaît. On s'en fait un tout dernier pour la route parce qu'avec Muriel, il n'y a pour l'instant qu'une faute et deux victoires, enfin deux réussites. Sans aller à faire... Oh. Ouais. Hop là. Ok. Eh bien, ça sera une question très simple. Gentille. Gentille. Est-ce que tu refais de la course à pied? Alors oui, j'ai refait de la course à pied. Mais plus en sprint? Non, plus en sprint. Le sprint, c'est fini. Terminé. Terminé. Ah non. Tu recours, mais plus en sprint. En quoi? En longue durée? Sur des longues distances. Moi, sprinteuse qui n'aimait pas forcément courir longtemps. Ah ouais. C'était quoi, vraiment... Du 10, du trail? Oui, j'ai fait du 10, du trail. Bon, là, j'ai un peu levé le pied parce que j'ai un petit souci de genou, mais oui, j'ai... Ah oui, jusqu'au trail. Donc, je me suis donné des petits challenges sur de la course à pied. C'est à ce moment-là où j'ai recommencé à faire des entraînements, à aller sur les stades, à me préparer, à avoir cet objectif de course à pied. Donc, tu recommences tes routines, en fait. Pour moi, il fallait que je fasse un 10 km. Puis après, j'ai fait un semi-marathon. Puis après, j'ai fait des trails. Puis après, j'ai fait des raids. Donc voilà, ça me donnait... Tu es toujours dedans, là? Là, depuis quelques mois, on va dire que je suis en soins. En soins. Très bien, tu es en soins. Je suis en soins. Muriel, on va terminer notre dernière séquence sur le lieu de vie, l'objet d'une vie, parce qu'on a des objets comme ça qu'on ne quitte pas, et aussi des lieux, des atmosphères, parfois même des odeurs, c'est le lieu d'une vie, et on le découvre avec toi. Un lieu de vie, un objet auquel on est attaché, un objet dont on ne se sépare pas, ou un lieu et un espace. J'ai vu en préparant ce tie-break, Muriel, que ton attachement était très fort à la Guadeloupe. Oui. Tu y étais il y a quelques mois d'ailleurs à l'occasion d'une visite aux étudiants du CREPS, donc tes futurs profs de sport, peut-être même des sportifs de haut niveau. Ça représente quoi pour toi la Guadeloupe? Tu as dû en entendre parler toute petite de la Guadeloupe, ta famille est... Oui, depuis toute petite, je vais en Guadeloupe. Donc la Guadeloupe, ça représente beaucoup. Hein. Ce sont mes racines, c'est où je passais énormément de mes vacances, un endroit où je vais pour me ressourcer, pour ressentir cette atmosphère. Quand je descends de l'avion, c'est marrant parce que du coup, je ressens vraiment quelque chose qui se passe quand j'arrive. C'est physique. Oui, c'est vraiment physique. Et, on te reconnaît à l'aéroport, on sait que c'est Muriel Urtis. Oui, parce que ça arrive une encore. Personnalité. Ça arrive encore, oui. Donc on parce fait un que petit c'est vrai selfie, que on fait une petite photo. Les Guadeloupéens ont beaucoup suivi ma carrière et m'ont beaucoup supporté. Donc oui, ça arrive qu'on me reconnaisse et quand je suis là-bas, je me sens vraiment à la maison. Tu as choisi le quartier Blanchette, oui, à Morne-à-l'Eau, qui est la ville, la petite ville dans laquelle ta famille est encore installée, une partie de ta famille habite, et c'est le quartier Blanchette où ils habitent, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce quartier Blanchette? C'est là où je résidais quand je venais en Guadeloupe, où je réside toujours quand j'y vais. C'est des images où avec mes grands-parents, ma grand-mère, mon grand-père, ma grand-mère qui est toujours là, toujours vivante, qui a 100 ans et qui est encore en pleine forme. Et c'est le voisinage, c'est les jeux, c'est tous ces souvenirs d'enfance et qui continuent encore à passer parce que quand je pars en Guadeloupe, c'est toujours le lieu où je vais et j'ai cette sensation d'être bien, d'être... Pour y habiter un jour définitivement ou tu veux rester ici en métropole ou tu te dis un jour pourquoi pas revenir vivre en Guadeloupe? Pourquoi pas, mais pas tout de suite. Je pense que je n'ai pas encore accompli ce que je devais accomplir ici. Et tu la regardes comment, ce territoire que je connais, où je suis allé plusieurs fois? On sent qu'il souffre, ce territoire.
La Guadeloupe souffre. Oui. La terre que tu aimes souffre. Oui, 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 elle souffre, la population souffre par rapport à ce qui se passe. C'est vrai que il y a un taux de chômage assez élevé. C'est vrai Chez que les jeunes. la vie elle est très chère. Ce sont des familles qui ont du mal à vivre, hein, tout simplement. Pourtant, c'est une île vraiment paradisiaque. Et C'est la France. Oui, c'est la France. Mais c'est important de... Oui, oui, c'est la France. Et c'est vrai qu'on pourrait y faire tellement de choses pour permettre permettre à la population de vivre mieux. Et je trouve ça dommage de voir ce qui se passe et de voir cette souffrance en fait sur cette île. Mais dans cette société qui s'est radicalisée, on voit une jeunesse guadeloupéenne qui se révolte, on voit des citoyens guadeloupéens qui tirent la langue et qui se révoltent. On l'a vu en la Martinique, on a vu même des soubresauts en Guadeloupe. Est-ce que toi, tu as été victime de ce qu'on appelle ici en France le délit de faciès? Est-ce que la couleur de ta peau, tu l'as ressentie? J'ai jamais eu, non. J'ai jamais eu de situation où on me faisait ressentir que tu étais différente, que j'étais différente ou par rapport à ma couleur de peau. Jamais tu l'as vécu dans ta chair, j'allais dire. Non, ça existe, Bien mais sûr. je suis passée à travers, on va dire. Est-ce que tu penses que c'est aussi, pour terminer, c'est ta personnalité, cette façon d'être qui donne l'impression un peu, une espèce de légèreté, de recul sur les choses, de distance sur les choses, pour terminer notre échange? Ah, peut-être. De regard un peu distancié des choses. Peut-être. C'est vrai que je prends beaucoup de distance avec les choses. C'est vrai. On sent. C'est vrai. On sent ça et ça te donne finalement une force. Oui. Non, peut-être une certaine force. C'est vrai que à le dire comme ça, je pense que c'est. Je révèle quelque chose que tu avais en toi et tout d'un coup, tu découvres. Mais c'est un atout. Oui. Cette façon de peser les mots, de prendre le temps aussi de réfléchir à une réponse. Il y a quelque chose de ça, tout en étant, quand on joue au Mikado avec toi, tu redeviens la compétitrice, tu ne veux pas perdre. Oui, non, c'est vrai que j'aime pas perdre et bon, ça je pense que c'est un peu tout le monde. Après, il y en a peut-être qui lâchent plus facilement que d'autres. Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a des citoyens, il y a des femmes et des hommes qui globalement s'en fichent totalement et ne s'intéressent pas. Toi, on sent que la victoire est importante. Ça dit quelque chose. Oui, la victoire, elle est importante parce que c'est l'âme de compétitrice que j'ai. Donc, tu qui a envie d'aller jusqu'au bout et de ne rien lâcher. Merci Muriel de nous avoir accompagnés. Nous avoir partagé et ouvert aussi ton livre à la fois de souvenirs, ces moments d'émotion, tes tie-breaks, tes propres tie-breaks et tes jeux décisifs. Merci pour cette partie de Mikado que tu as très très bien joué. Merci Muriel Urtis, merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer cette émission tie-break. Et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur l'ensemble des réseaux sociaux et en podcast, faut-il le préciser. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.